Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Transparence et bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maude Bigan. Bonjour Maude. Bonjour Florian. Tu vas bien ? Ça va. Une belle émission bien remplie aujourd'hui. Un bon programme. Un bon programme, oui. On va parler de décryptage, de mise en évidence de chevaux de Troie. Oui, dans le domaine des ondes et de la 5G. Tout ça autour des ondes et de la 5G. Tu vas faire une intro et parler de l'émission de France 2. Tout compte fait, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce qu'ils ont aussi parlé, même si c'est une émission économique, ils ont aussi parlé ondes, en fait, avec une dame, une maman, qui était rassurée par une visite de l'Agence nationale des fréquences, la NFR. Parce qu'elle avait des compteurs Linky dans son bâtiment, c'est ça ? Voilà, juste de l'autre côté de la cloison de la chambre de son enfant, en fait. Donc elle s'est inquiétée, elle a appelé l'Agence nationale des fréquences qui l'ont rassurée. Voilà, ils sont venus mesurer chez elle et puis ils lui ont dit gentiment qu'on était en dessous des normes. Grand soulagement, etc. Alors bon, cette émission, tout compte fait, certains l'ont peut-être vu, c'était il y a environ 2 semaines, samedi après-midi sur France 2. Il y avait pas beaucoup de choses très objectives malheureusement. Enfin en tout cas, on peut souligner un aspect quand même intéressant, c'est-à-dire une dame qui voit sa facture exploser après la pose des compteurs Linky et qui est obligée de passer au poêle à pétrole pour faire des économies. Effectivement, vous allez faire des économies avec Linky. Et puis surtout, donc moi, ce qui me choque, c'est cet élément-là, si tu veux, de l'Agence nationale des fréquences qui est utilisé comme paravent quelque part, parce qu'il faut le rappeler quand même, être en dessous des normes, ça serait absolument normal parce que ces normes sont extrêmement élevées, d'accord. Pour les fréquences du CPL du Linky, c'est 87 volts par mètre, c'est énorme. Donc ça, c'est une chose, et on va voir que ces normes, elles sont tout à fait, de toute façon, évolutives, y compris pour les antennes relais, l'exposition aux hautes fréquences, etc. On va parler 5G aujourd'hui, donc on va voir comment, par exemple, l'ICNIRP, c'est une sorte d'association finalement privée dont vous pouvez avoir le détail en regardant sur YouTube par exemple le film Ondes, Science et Manigance qui est très intéressant et qui montre comment l'ICNIRP n'a aucune légitimité en fait, mais avec des experts en conflit d'intérêts, etc. Quoi comme vidéo, c'est une présentation, c'est un documentaire. D'accord. Voilà. Un documentaire. Et donc Ondes, Science et Manigance, voilà, vous voyez en détail justement comment l'ICNIRP a été fondée et la manière dont effectivement leurs recommandations très gentilles pour des industriels, soyons clairs, sont utilisés en fait par les pouvoirs publics pour fixer des seuils extrêmement élevés de protection. D'ailleurs, l'ICNIRP est en train d'envisager d'augmenter, si tu veux, encore ces seuils qui sont déjà très élevés pour accommoder les augmentations de puissance liées à la 5G. D'accord. Voilà. Donc en fait, on fait bouger le thermomètre comme on veut. Pourquoi cette augmentation de puissance justement ? On va le voir qu'effectivement, l'idée générale, c'est d'avoir beaucoup plus de possibilités de téléchargement rapide sur les portables, de pouvoir gérer tout ce qui est voiture connectée, tout ce qui est objet connecté. Et que chacun puisse aussi avoir accès à la 5G en extérieur comme à l'intérieur. Comme à l'intérieur, exactement. Et donc on va le voir, effectivement, là, il va falloir un cheval de Troie à l'intérieur de la maison puisque ça ne peut pas passer les murs. Donc ça, c'est important. Alors moi, je voudrais juste rappeler une chose concernant la NFR pour ceux qui sont peut-être encore, disons, dans l'impression naïve que cette agence est là pour vraiment nous aider à mesurer notre exposition en toute transparence en ce qui concerne notamment, par exemple, les opérateurs. Vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé à cette émission, qu'ils ont été accusés de prévenir les opérateurs au moment des mesures et que les opérateurs baissaient les expositions, les émissions des antennes à ce moment-là, au moment où la NFR faisait les mesures, ce qui fait que les gens ne pouvaient pas avoir une vision claire de leur exposition réelle au quotidien. Sachant que donc Robin des Toits, avec son ancien porte-parole Étienne Sandrier, s'était vu attaqué en diffamation par Orange sur le sujet et avait gagné parce qu'ils avaient pu prouver justement que ça se passait, c'était le cas. Donc ça, c'est très important. La NFR aussi donc mesure des valeurs moyennes et pas des pics.
Également, ils sont impliqués dans une affaire du DAS, là, du débit d'absorption spécifique, donc un manque de transparence, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils n'auraient pas communiqué, ils auraient gardé pendant très longtemps, même avec des demandes importantes de la part de l'ancien porte-parole de l'association Priartem, Marc Arasi, la possibilité de communiquer justement les problèmes de DAS donc dépassés quand les personnes mettaient les portables à l'oreille, par exemple, sachant que le DAS est déjà, on va dire, un outil de mesure, entre guillemets, une norme qui est extrêmement grossière, puisque si vous voulez, c'est en gros, c'est le seuil d'exposition qui est autorisé par kilo de bidoche humaine, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est vraiment dans des trucs à la louche, c'est déjà pas protecteur. Mais là, en plus, les industriels les enfreignaient et la NFR ne publiait rien, ne diffusait rien, malgré ce qui était demandé. Donc, le dernier truc en date, moi, qui m'a beaucoup choqué, on en a parlé il y a 2 semaines, c'était dans un article de Reporter, donc sur la 5G. Ça s'intitule « Avec la 5G, nous sommes tous des rats de laboratoire ». Donc, Reporter, TE2RE. C'était du 22 février 2019. Et dans cet article, on voyait des choses très intéressantes. Et on voyait aussi notamment que Gilles Brégan de l'ANFR disait, par exemple, pour les portables, puisque vous vous souvenez, ce sont avec la 5G des faisceaux, des mini-antennes un peu placées partout dans le mobilier urbain et des satellites qui vont envoyer la 5G depuis le ciel sans que les gens puissent s'en protéger du tout, nulle part du coup. Des faisceaux invisibles, des précis. Faisceaux, voilà, et orientables et mobiles, voilà, qui vont pouvoir à plusieurs se concentrer à un même endroit pour apporter la puissance requise, puisque les fameuses ondes millimétriques de la 5G vont être dans des fréquences que l'on n'a jamais testées encore. Pour le moment, la NFR d'ailleurs, dans cet article de Reporter, est cité comme ayant dit que on avait fait des tests et que c'était rassurant, etc. Mais les tests, en fait, on révèle qu'ils ont été faits avec la 4G et pas avec la 5G. Donc, si on teste pas ce qu'on doit ensuite mettre en place, c'est difficile, quoi. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure, je tiens à préciser qu'il y a des endroits où on commence à tester la 5G avec, par exemple, à La Haye, des oiseaux qui tomberaient de mort dans un parc quand on a testé la 5G à cet endroit-là. Enfin, les signes sont très, très inquiétants, ça, c'est sûr. Donc un parc... un parc dans le centre-ville de La Haye. D'accord. Voilà. Donc, on y reviendra. En tout cas, donc Gilles Brégan de la NFR nous disait, si vous n'avez pas de portable, vous n'êtes pas visé. D'accord. Alors là, voilà, j'avais déjà exprimé que les bras m'en tombaient devant tant de désinformation. Soyons clairs et rappelons un petit peu ce pourquoi. On nous dit d'ailleurs au niveau du grand public que la 5G est déployée. On nous dit une vitesse de téléchargement très importante depuis les portables. D'accord, donc admettons que vous vouliez télécharger des choses à la vitesse de la fibre depuis votre portable, voilà. C'est génial. Et vous faites ça depuis la rue, très bien. Mais quand vous êtes à l'intérieur de chez vous, tout d'un coup, ça marche plus parce que ça ne peut pas passer les murs. D'accord. Et puis on nous dit effectivement que tout ce qui est l'Internet des objets va être développé un maximum grâce à la 5G. Est-ce qu'il s'agit de l'Internet des objets seulement à l'extérieur ou aussi à l'intérieur ? Évidemment que oui. Donc là, il y a un truc bizarre parce que ces ondes millimétriques sont censées être arrêtées par des obstacles un tout petit peu épais, d'accord ? Et donc il faut des puissances déjà très importantes au niveau des antennes relais de la rue pour qu'il y ait des faisceaux qui se concentrent afin de passer des obstacles éventuels dans la rue. Évidemment, si votre voisin, vous n'avez pas de portable, mais votre voisin, lui, est en train de téléphoner, peut-être que le faisceau devra vous traverser pour arriver jusqu'à son portable et peut-être traverser sa tête à lui si le téléphone portable est de l'autre côté. Donc évidemment, bien sûr que si vous n'avez pas de portable, vous êtes quand même visé, même dans la rue, y compris aussi parce qu'on nous a rappelé que c'était aussi pour développer les voitures connectées. Les voitures électriques qui seront donc connectées. Soyons clairs, c'est pas que la voiture électrique qui est en jeu là quand on parle de ça. D'ailleurs, c'est pas du tout écologique la voiture électrique. On en reparlera à une autre émission. On pourra partir du principe que si on met un pied dehors, on sera exposé dans tous les cas. Dehors, mais tu vas voir que dedans aussi forcément. Mais dehors forcément, puisque les voitures connectées, on l'a déjà évoqué dans cette émission un peu plus tôt cette année, en 2018 du coup. C'est-à-dire que les voitures connectées seront en fait communicantes avec les antennes relais 5G du mobilier urbain, donc de JCDecaux et autres, évoqués il y a 2 semaines dans cette émission, mais également entre elles. Donc une connexion permanente, des messages permanents. Et donc vous imaginez bien que même si vous n'avez pas de portable dans la rue, évidemment que vous êtes irradié. Donc le dire, c'est complètement mensonger, quoi. Dire vous n'avez pas de portable, vous n'êtes pas visé, c'est mensonger, c'est criminel à ce stade quand on est dans ce niveau-là. Donc effectivement, une voiture connectée, les voitures connectées, elles vont effectivement échanger en permanence entre elles et en permanence avec le mobilier urbain. Ces faisceaux vont être en permanence mobiles, donc tous les gens qui se trouvent à proximité sont susceptibles de se faire irradier de cette manière.
Ça, c'est déjà un premier point. Et deuxièmement, comme je vous le disais, on va difficilement pouvoir dire aux gens, ah oui, votre portable, il va marcher à la vitesse de la fibre si vous êtes dehors, mais si vous êtes dedans, non, plus du tout. Parce que les ondes des antennes relais extérieures ne passeront pas vos murs. On va difficilement aussi dire, oui, non, les objets connectés, ça va pouvoir fonctionner avec la 5G pour l'extérieur. Mais à l'intérieur de chez vous, désolé, c'est pas possible. Et d'après toi, les ondes partiraient d'où à l'intérieur ? Alors, à mon avis, il faut un relais. Il faudra un relais et je vais conjecturer un petit peu. Donc là, c'est effectivement des pièces de puzzle que j'assemble, mais je soumets ça à votre réflexion. Ça peut être intéressant. S'il faut un relais intérieur pour que on puisse, disons, avoir des ondes qui sont propagées à l'intérieur de la maison, il va falloir un relais 5G à l'intérieur. Et ça tombe bien puisque ce sont des toutes petites antennes. Donc, quelque chose qui pourrait par exemple être en rapport avec une box internet que tout le monde aura d'autant plus parce que on arrête miraculeusement et étonnamment dans le même temps le téléphone fixe à travers les câbles de cuivre qui sont utilisés depuis une centaine d'années quasiment et du coup ne pourront avoir de téléphone fixe que les personnes qui ont une box chez elles. Donc la box deviendra indispensable. Il pourrait très bien y avoir une box nouvelle génération qui soit un relais 5G à l'intérieur de la maison et qui permette, puisqu'elle sera connectée par la fibre, d'avoir si vous voulez, un débit extrêmement rapide aussi pour tous les objets connectés de la maison, y compris évidemment le portable en 5G. Donc, moi, je me suis rappelé cette phrase quand je vois s'agiter tous les techniciens qui viennent creuser des tranchées, installer des trucs de fibre partout, avec tout ça évidemment supporté par les opérateurs, qui font ça évidemment avec la plus grande générosité pour nous permettre d'avoir des téléchargements plus rapides. Vous imaginez bien que tous ces milliards-là, c'est uniquement pour notre bien-être qu'ils le déploient. Voilà. Alors, cette réflexion qui m'est venue, c'est une phrase de Virgile. C'est Timéo Danaos et Donna Ferrantes. Ça veut dire je crains les Grecs, surtout quand ils font des cadeaux. Et évidemment, il faisait référence à la guerre de Troie, avec le cheval de Troie, etc. D'où ton introduction de tout à l'heure sur le cheval de Troie, parce que finalement, la fibre qu'on nous équipe, qu'on apporte gratuitement à nos foyers, avec générosité, pourrait tout à fait être couplée à une box qui est donc particulièrement indispensable à partir du moment où on nous supprime le téléphone filaire par ailleurs, pourrait être tout à fait le moyen de passer les murs des logements pour la 5G et d'avoir à ce moment-là une antenne relais 5G à l'intérieur de la maison pour demain. Voilà. Alors je sais que il y a vraiment beaucoup d'intérêts financiers en jeu, évidemment. Probablement que Enedis, quand dans cette brochure ERDF ADEME, quand il s'appelait ERDF à l'époque, de juillet 2015, qui disait le compteur Linky est un outil au service de la transition énergétique, mais qui en page 6 disait qu'en fait on était encore qu'aux prémices de toutes les potentialités de ce compteur, big data, objets connectés, domotique, etc. Je suis sûre que peut-être ils envisagent pour les Linky intérieurs des maisons que le Linky puisse lui aussi être potentiellement un relais, un futur relais 5G. Derrière la tête encore. Futur relais 5G, puisqu'il parle d'objets connectés, le Linky pourrait tout à fait à ce moment-là être également, lui, le cheval de Troie intérieur potentiel également pour ceux qui l'ont à l'intérieur. Pour ceux qui l'ont à l'intérieur, sachant que du coup, cette fois, la liaison qui passe les murs n'est pas une liaison par la fibre via une box, mais la liaison par les câbles électriques via le CPL. Voilà. Donc, dans tous les cas, on arrive au même résultat, c'est-à-dire qu'on a de puissants émetteurs extérieurs qui rendent les rues toxiques, soyons clairs, pour tous ceux qui passent, portables ou pas portables, voitures ou sur les trottoirs. Qui rendent les villes beaucoup plus moches parce qu'on coupe les arbres aussi pour pouvoir mieux faire passer les faisceaux. Et puis qui ensuite vont passer les murs grâce à du filaire, que ce soit de la fibre ou que ce soit nos câbles électriques dans le cas du CPL, et qui ensuite s'accompagnerait d'un relais intérieur, que ce soit le compteur Linky pour ceux qui s'en sont équipés à l'intérieur, ou les box pour tous les opérateurs qui actuellement supportent gracieusement le coût d'équipement de la population française. Voilà. Donc, je rappelle, Timéo Danaos et Donna Ferrantes. Voilà. Je crains les Grecs, surtout quand ils font des cadeaux.
Et les Grecs, tu les compares à ceux qui déposent... Aux opérateurs ici, évidemment. Voilà. Voilà. Et le cadeau étant la fibre, évidemment, et le Timéo, le je crains, c'est l'irradiation future qu'on nous promet. En plus de tout l'aspect espionnage, donc on ne détaillera pas dans cette émission-ci, puisque les objets connectés sont aussi là, et beaucoup, pour récolter des données sur nous que l'on peut revendre. On en reparlera une autre fois, parce que je vois qu'on n'a pas énormément de temps aujourd'hui. Vous voyez comme je parle très vite, pour essayer de vous dire un maximum de choses sur le sujet. Alors, sachant qu'en plus, on fait tout ça sans avoir absolument aucune idée des conséquences, qu'il y a une course, je rappelle, il y a 2 semaines, cette émission où on a parlé de l'ancien chef de la FCC, la Federal Oui, la course commerciale, c'est ça que tu veux parler ? Voilà, c'est la Commission fédérale sur les communications américaines, qui expliquait donc dans une sorte d'allocution à la presse en 2016 que il y avait urgence, on se dépêchait, on faisait aucune étude, on mesurait aucun standard, on mettait pas de normes, que le but du jeu était de prendre le marché parce que c'était des enjeux financiers colossaux, quoi. Donc au moins c'est clair, ils sont là pour veiller théoriquement à tout ce qui est un peu impact sanitaire pour les gens, mais c'est vraiment pas leur problème, quoi, c'est clair. Et nous c'est un peu pareil. Ils ont des priorités, quoi. Surtout. Voilà, quand on voit l'ARCEP, en fait, eux c'est pareil, ils encouragent, d'après cet article de reporter dont je vous parlais tout à l'heure, ils encouragent à faire des tests grandeur nature dans les villes, donc en fait à nous prendre complètement pour des cobayes. Et vous vous souvenez, on a vu qu'en plus ça se faisait en toute, absence de transparence, d'accord, puisque par exemple dans cet article on parlait de JC2Co qui avait un accord pour équiper une 12aine de villes d'antennes relais dans son mobilier urbain, donc les abribus, entre autres, etc. On ne connaît toujours pas les lieux d'ailleurs. Et c'est toujours pas dit, mais il y a apparemment une sorte de feuille de route de l'ARCEP qui a été diffusée, et on cite un certain nombre de villes comme Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lyon, etc. Oui, mais par exemple, tu vois, il y a 1 an à peu près, ils avaient testé à Annecy. Ils avaient testé dans les abribus la 5G sur Annecy. Donc il est possible qu'ils fassent aussi des tests dans des plus petites villes. Dans tous les cas, on ne vous dit pas où. On vous irradie. On ne fait pas de test avant. On sait qu'il y a des enjeux économiques de colossaux derrière. Et on ne vous dit pas où ça se passe. Il y aurait plus de résultats dans les grosses villes, de toute façon. Oui, plus de dégâts aussi. Peut-être. Non, mais pour eux, c'est plus avantageux de faire ça dans une grande ville. Peut-être, mais aussi plus de dégâts humains potentiellement aussi, quoi. Je tiens donc à préciser plusieurs choses, évidemment. C'est que là, on est en train d'envisager un déploiement tous azimuts au niveau du sol, mais qu'il y a des on va dire des conséquences, par exemple. Je vous cite donc ce document, ça vient de Wikistrike, donc c'est un document qui est une traduction, si vous voulez, de ce qui s'est passé, donc on mettra les liens sur le site, des centaines d'oiseaux morts lors d'une expérimentation de la téléphonie mobile 5G. Donc en résumé, c'est une information qui vient de Erin Elizabeth, aussi de HNN, Health Not News. Voilà, donc c'est un endroit où ils ont déployé la 5G ? Alors ils font des tests à plusieurs endroits. On reviendra, il y a aussi un autre témoignage d'une personne qui parle d'un test du côté de Vienne aussi, en Autriche. Voilà. Donc là c'est à La Haye par contre. Donc à La Haye, voilà, on nous dit il y a environ une semaine, donc ça c'était un article qui date du 8 novembre 2018, donc vous voyez c'était fin octobre début novembre 2018, de nombreux oiseaux morts sont spontanément tombés dans un parc. Vous n'en avez probablement pas beaucoup entendu parler, car il semble que garder le silence c'était le plan depuis le début. Disons que la question va se poser, parce qu'évidemment vous imaginez bien, vu les enjeux financiers qu'il y a derrière, s'il y a le moindre problème, on n'en parlera pas, vous n'aurez pas ça aux 20h, ça c'est sûr. Et de savoir que c'est la 5G qui a provoqué ça, c'est... Mais quand environ 150 autres oiseaux morts sont morts subitement, portant leur nombre à 297, certains ont commencé à y prêter attention. Et si vous regardez autour de ce parc, vous avez peut-être vu ce qui se trouve au coin du toit face à l'endroit où ils sont morts, un nouveau mât de la 5G ayant servi à faire un essai en liaison avec la gare pour voir si la portée était grande et si l'équipement ne produisait aucune nuisance sur et autour de la station. Donc peu longtemps après. Ils sont morts, apparemment, assez instantanément, au moment où ils ont installé le pylône et qu'ils ont fait les tests. Voilà. Donc, si vous voulez ce genre de choses, ça devrait nous alerter. Évidemment qu'on est dans on va dire, une course financière, on comprend bien, on sait bien aussi entre Huawei et puis les États-Unis, on voit bien la guerre entre la Chine et les États-Unis pour
pour les installations de tout ce qui est le développement de la 5G. Qui va déployer. Voilà, et aussi pour les satellites, parce que nous, par exemple, on essaye aussi de rattraper, soi-disant, notre retard dans cette course à l'hécatombe, quoi, soyons clairs. Hein. Vous savez que nous avons des satellites qui sont censés être lancés. Alors, par les États-Unis, on a Elon Musk là, qui envisage d'en lancer un petit 5000 d'ici à fin 2019. Vous imaginez, bon, ça m'étonnerait que ça se fasse quand même, mais enfin, c'est vraiment sur le chemin. Et puis, je vous invite à regarder cet article. Donc, ça a été aussi rapporté par Robin des Toits également. Alors, ça s'intitule « Décollage imminent pour les premiers satellites de OneWeb ». Ça date du 27 février 2019. Et donc, on nous explique dans cet article que Ariane Espace peaufine les derniers détails du lancement des 6 premiers satellites du futur réseau Internet satellitaire OneWeb, qui aura lieu ce soir depuis Kourou, en Guyane, par l'intermédiaire d'une fusée russe Soyouz. Donc, Airbus, on nous dit dans ce document, fabrique 2 satellites 5G par jour. L'idée étant de pouvoir en lancer à terme 36 satellites par mois. D'accord ? Avec, rien que pour OneWeb, un minimum de 648 satellites, etc. Et tout ça, c'est l'idée de, on y va, on se lance, on ne regarde pas les conséquences. En plus, effectivement, on décide pour l'ensemble de la planète, parce que du coup, on envoie ça chez tout le monde sans aucune considération. Alors qu'on n'a déjà même pas testé ce qui se passe avec le reste des fréquences qui sont déjà en place. On en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais vous avez déjà des reportages qui montrent des problèmes très importants dans des élevages, par exemple, que ce soit des élevages de vaches, des élevages de volailles, des élevages d'agriculteurs, exactement. Ouais. Des témoignages donc aussi d'agriculteurs, éleveurs de lapins, éleveurs de plein de choses. Vous avez une baisse vertigineuse du nombre d'oiseaux, mais qui est également liée à une baisse vertigineuse du nombre d'insectes. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Des études qui montrent que depuis à peu près 27 ans, 75% de la biomasse des insectes a disparu. Donc ça, c'est une étude, par exemple, qui a été faite dans des zones protégées en Allemagne. Il y a des études qui ont été faites aussi en Amazonie, donc dans des zones vraiment qui, normalement, sont très peu exposées, mais qui, visiblement, voilà. Donc, pesticides, pollution de l'air, bien de choses sont possibles. Mais n'empêche que c'est aussi depuis ce moment-là qu'on déploie énormément donc tout ce qui est micro-ondes. Et je vous invite à lire le Nexus de mars-avril là, qui vient de sortir, où vous avez un intéressant article aussi sur les impacts de l'électromagnétisme, on va dire, sur les abeilles, notamment. Donc, rappelons-le quand même, plus d'insectes, plus de vie, parce que c'est eux qui sont là, à la base de notre chaîne alimentaire, et qui sont là aussi pour transformer tout ce qui est matière morte, animale ou végétale, pour que les plantes les réutilisent. Donc, si ce cycle s'arrête, nous arrêtons aussi. Donc, je ne sais plus qui a dit ça, mais nous entrons dans une ère de conséquences. Voilà. La suite, la semaine prochaine. Eh oui, merci beaucoup Maud. À bientôt.